chômeur. Profiteuse. Grandeur. Grandeur, un chômeur. Un chômeur, pas rien. Fainéant, va travailler. Oyez, oyez, braves gens, passants et commerçants, jeunes et vieux, hommes et femmes, nous allons vous conter l'histoire de François. Oyez, oyez, François vivait petitement depuis quelques années. Il avait perdu son emploi et l'État, dans sa grande bonté, lui versait une petite aumône pour laquelle notre bon François devait prouver qu'il était un bon demandeur d'emploi. Quand un nouveau maître des lieux arriva, venant de sa province où depuis des années il envoyait combattre son fier chevalier Saint-Georges, tuer un dragon obstiné, notre ami François crut un moment que sa vie s'améliorerait. Malheureusement, François bien vite déchanta. Accompagné d'une vieille sorcière venue d'un nord lointain appelée des Koninka, le nouveau maître entreprit de pourrir encore plus la vie de François. Ils commencèrent par diminuer son tout petit revenu, puis à le traiter de tous les noms. Après avoir obéi silencieusement aux directives aberrantes qui lui demandaient de chercher quelque chose qui n'existe presque plus, François fut attaqué de toutes parts parce que la société n'en voulait plus. Venez, venez, approchez, approchez, oyez, oyez, braves gens, passants et commerçants, jeunes et vieux, hommes et femmes. Aujourd'hui, on vous conte le procès de François, dont le seul crime est de ne pas avoir d'emploi et de recevoir un tout petit revenu de l'État. N'en doutez pas, il est déjà condamné. Gouvernement et employeurs s'en sont déjà chargés. Reprenant les arguments des petites gens, en leur faisant croire qu'ils étaient pertinents, François, comme beaucoup de demandeurs d'emploi, se retrouve innocent du côté des méchants. Mais François n'a pas encore vécu le pire du système des Koninka, qui exclut et bien pire. L'horizon de François se referme tout doucement et son procès va commencer sur la place publique dans quelques instants. Venez, venez, braves gens, passants et commerçants, jeunes et vieux, hommes et femmes, venez écouter l'histoire de François. C'est peut-être la vôtre, n'en doutez pas. Accusé, levez-vous. Asseyez-vous. Vous êtes ici pour répondre de graves accusations. En effet, vous êtes chômeur. Chômeur, ce qui est une tare inacceptable pour notre société marchande. Nous allons maintenant écouter l'acte d'accusation. S'il vous plaît, Madame la Présidente. Merci, Maître FEB. Il y a de quoi, Madame la Présidente? Merci, procureur. Nous vous écoutons, Monsieur le procureur. Vous êtes accusé de ne pas avoir de travail dans une société qui ne garantit plus le plein emploi. Vous êtes accusé d'avoir perdu votre emploi parce que votre employeur a délocalisé. Vous êtes accusé d'être gravement malade et de ne plus correspondre aux exigences de rentabilité. Vous êtes accusé de coûter trop cher aux employeurs. Vous êtes accusé de ne pas avoir assez d'années de chômage pour entrer dans les plans d'aide à l'emploi. Vous êtes accusé d'être tantôt trop sous-qualifié, tantôt surqualifié, et cela à dessein. Vous êtes accusé d'être tantôt trop jeune, tantôt trop vieux. Vous n'êtes pas capable de choisir votre année de naissance. Vous êtes accusé d'être trop pauvre en possession d'un véhicule. Vous êtes accusé d'avoir des enfants et de vouloir concilier votre vie familiale et professionnelle. Vous êtes accusé d'être éthique et de ne pas accepter de travailler pour n'importe qui. Vous êtes accusé de souhaiter un emploi convenable. J'en ai fini, Madame la Présidente. Oui, merci, Monsieur le procureur. Alors, je vais maintenant donner la parole à l'avocat de la partie civile, Maître FEB. Oui, merci, Madame la Présidente. La parole est à vous.
Merci, Madame la Présidente. Nous vous écoutons. L'acte d'accusation est lourd, extrêmement lourd. Aussi, je vous demanderai de répondre honnêtement aux questions que je vais vous poser. D'accord. Je ne vous ai pas encore donné la parole. Veuillez vous exprimer uniquement quand le tribunal vous y invite. Oui. Cherchez-vous activement du travail? Oui. Oui, monsieur l'employeur. Oui, monsieur l'exploiteur. Ça y est correct, monsieur le chômeur. Ça y est correct. Oh, pardon, monsieur l'employeur. Nous passerons sur cet écart de langage, n'est-ce pas, monsieur le quémandeur d'emploi? Objection, votre honneur. La correction demandée à une partie doit être appliquée par l'autre. Objection rejetée. Vous pouvez reprendre, maître FB. Je vous remercie, madame la présidente. Je vous demandais donc, pouvez-vous prouver que vous cherchez activement du travail? Oui, mais je ne reçois jamais de réponse. Évidemment, vous ne recevez jamais de réponse. Vous pensez que les employeurs n'ont que ça à faire? Répondre à vos petites lettres? Enfin, rentrez-vous dans les conditions des plans win-win? Oui. Rentrez-vous dans les conditions du plan APE? Plan de transition professionnelle. Mais non, répondez enfin à la question. Le plan d'aide pour l'emploi. Voyons. Avec tous ces plans, on ne s'y retrouve plus. Ce n'est pas une raison valable. Madame la Présidente, je voulais dire le plan avantage pour Vous ne savez l'employeur, en plus non fait. plus, maître FB. C'est vrai qu'avec tous ces plans, on ne s'y retrouve. Je vous comprends. Je vous comprends, madame la présidente, c'est compliqué. Et je vous en prie, reprenez. Merci, madame la présidente. Donc, rentrez-vous dans les conditions du plan APE? Oui. Êtes-vous prêt à travailler en tant que ALE? Pourquoi pas? Ce n'est pas un emploi. C'est un travail qui ne donne droit à aucun statut. Oh, allez, n'ergotons pas, emploi, travail, statut, occupation, quoi. Alors, rentrez-vous dans les conditions du plan PTP? Plan de transition professionnelle? Non, le plan prêt à profiter. Ben non, je n'ai pas 24 mois de chômage. Passons. Rentrez-vous dans les conditions du plan premier emploi? Ben non, j'ai déjà eu un emploi. Alors si vous n'y mettez pas du vôtre, hein, voyez bien que vous êtes déjà coupable. Objection, votre honneur. Conclusion hâtive. Objection rejetée. Enfin, je terminerai cette brillante plaidoirie par deux questions essentielles. Monsieur, avez-vous des pattes? Oui. Monsieur, avez-vous des oreilles? Oui. Si vous avez des pattes, si vous avez des oreilles, vous devez travailler. Or, vous ne travaillez pas, vous êtes donc coupable. CQFD. Objection, encore une fois, conclusion hâtive. Maître CSC, objection rejetée. Vous aurez la parole quand je vous la donnerai. Vous avez fini, maître FB? Oui, madame la présidente, j'en aurais fini là, merci. Bon. Alors maintenant, je vais céder la parole à maître CSC, l'avocat de la défense. Maître CSC, la parole est à vous. Merci, madame la présidente. Madame la présidente, monsieur le procureur, madame, messieurs les jurés, nous sommes ici aujourd'hui pour ce qu'on peut appeler une aberration. En effet, comment peut-on croire un instant que quelqu'un ne veuille aspirer à une vie meilleure? Comment peut-on juger une personne qui avant tout subit une situation sur laquelle elle n'a pas de prise? On reproche à mon affilié d'être au chômage depuis trop longtemps. Trop longtemps par rapport à quoi? Trop longtemps par rapport à qui? Je vous le demande. Au lieu de considérer cette situation comme déjà une punition, le procureur, les employeurs estiment que la faute est dans le chef de mon affilié. Il est vrai qu'aujourd'hui, pour le gouvernement et les employeurs, il ne faudrait plus avoir d'envie, d'exigence, d'esprit critique sous prétexte que l'on touche une allocation de chômage. Parce que le vrai problème est là. Que mon affilié n'ait pas d'emploi, peu importe, mais qu'il touche, mais qu'il vive au crochet, c'est comme ça que vous dites, maître Bébé, au crochet de la société, le voilà, le réel crime. Que les parents de mon affilié aient dû se priver pour lui payer des études, paraît-il, prometteuses. Que les réponses à ces nombreuses candidatures soient bien souvent négatives, qu'ils se sentent de plus en plus isolés, stigmatisés, et que ces seuls horizons ne sont que des impasses, qu'ils ne sachent même pas accéder à l'emploi convenable, tout ça, tout le monde s'en tape. Mais que l'État lui verse un tout petit revenu, bien souvent en dessous du seuil de pauvreté, les bien-pensants estiment que c'est inacceptable.
Voilà, Madame la Présidente, pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Mais reprenons. Il paraît que vous n'auriez pas de travail depuis trop longtemps et qu'en plus, vous auriez refusé un emploi. Expliquez-nous un petit peu la situation. Maître, je cherche du travail. J'ai envoyé 200 candidatures. Et j'ai eu 5 réponses négatives. Et le seul emploi qu'on m'a proposé était à 2h30 aller, 2h30 le retour. En plus, j'utilise les transports en commun. Donc, quand les bus roulent et qu'ils sont à l'heure, vous imaginez, 5 heures de trajet plus 8 heures de travail. En plus, il faut être polyvalent, mi-temps, corvéable. Et je ne sais quoi. Tout ça pour un salaire de 1200 € net, maître. Je ne vois pas où est le problème. C'est la norme aujourd'hui en Belgique. C'est bien là le problème, c'est que c'est la norme aujourd'hui en Belgique. De plus, est-il normal qu'un véhicule soit un critère d'embauche et ne pas en avoir un handicap sanctionnable? On reproche également à mon affilié de ne pas vouloir faire passer sa vie professionnelle avant sa vie de famille. Il est vrai qu'aujourd'hui, avoir un travail bien rémunéré est considéré comme une valeur, mais gérer sa vie de famille en bon père de famille, ça devient facultatif. Mais le travail n'est-il pas un droit? La société en a fait une obligation morale. Voilà, Madame la Présidente, pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et le tout arrosé de discussions de comptoir qui alimentent les préjugés sur les demandeurs d'emploi. Il paraît qu'ils sont fainéants, qu'ils se complaisent dans cette situation et que s'ils le voulaient vraiment, ils trouveraient du travail. Mais que fait le gouvernement pour créer de l'emploi? Mais nous donnons des sous aux entreprises pour pas qu'elles partent. Oui, peut-être pensez-vous que l'emploi s'étend quand on l'arrose avec des billets. Non. C'est la faute à l'Europe. C'est la faute à Monica de Koning. Je ne suis que Premier ministre, vous savez. Monsieur Di Rupo, vous aviez estimé que si toutes les familles devaient rembourser la dette en Belgique, chacune devrait payer 3 000 €. Pourquoi, si mon affilié est condamné qu'il perd son revenu, devrait-il payer plus que ces 3 000 €? Comme dirait Madame de Koning, c'est pour son bien, c'est pour son émancipation. Il ne faut pas entendre, d'ailleurs on peut se demander si tout cela est bien juste. D'un côté, le gouvernement met la pression sur des personnes déjà en difficulté, et de l'autre, des personnes bien riches viennent s'installer en Belgique parce qu'elles seront moins taxées. Mais ne mélangeons pas tout, maître C.C., s'il vous plaît. Comme le disait le grand penseur espagnol, Don Salluste, maître à penser de tous, ou presque, les riches, c'est fait pour être très riches, et les pauvres très pauvres. Mais faites les taire, s'il vous plaît, je n'arrête pas d'être interrompu. Poursuivez, maître CSC. Madame la Présidente, condamner mon affilié parce qu'il touche une allocation de chômage, c'est condamner notre système social basé sur la solidarité. C'est donner raison à ceux qui pensent que vivre dignement n'est pas un droit, mais le privilège de ceux qui en feraient l'effort. Condamner mon affilié parce qu'il touche une allocation de remplacement, c'est aller à l'encontre de notre Constitution qui protège les plus faibles. C'est considérer l'être humain comme une marchandise, considérer l'économie comme un casino et cautionner la loi du plus fort. Je vous le demande, doit-elle être toujours la meilleure? Répondez à cette question et j'en suis sûr, vous innocenterez mon affilié. J'en ai fini, Madame la Présidente. Merci. Merci, maître CSC. Je vais donner la parole à l'accusé. Vous avez quelque chose à ajouter avant de statuer sur votre sort? Oui, Madame la Présidente. Suis-je coupable de vouloir un salaire décent? Selon l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je dirais que non. Maître CSC, taisez-vous. Suis-je coupable de vouloir accès à un logement décent et à l'énergie? Selon l'article 25 de la Déclaration universelle... Ça suffit, maître CSC. Suis-je coupable de vouloir accès aux soins de santé? Suis-je coupable si des gros entrepreneurs de l'accueil, après avoir pompé un maximum de subsides? Suis-je coupable si, dans le monde du marché, le mot
les investisseurs ne retiennent que le mot marché. Encore. Je suis coupable de vouloir fonder une famille. Et enfin, Madame la Présidente, je suis coupable d'aspirer à une vie digne. Article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Maître Cessé, ça suffit, vous exagérez. Si la Déclaration universelle Vous m'exaspérez. ne vous intéresse pas. Je suis de tout cœur avec vous. Mais comme vous le constatez, l'austérité nuit gravement à la santé. Parole de socialiste. En tant que Premier ministre, je me dois de vous dégraisser pour vous assurer le meilleur avenir possible. Au pire, dans le CPS de votre commune. Allez, bon vent, monsieur le chômeur. Et ne m'oubliez pas aux élections en 2014. Nous allons maintenant procéder à la délibération. Point 5. Vouloir une vie digne. Coupable. Coupable. La délibération est terminée. Merci. Accusé, à tous les chefs d'accusation, ma personne, ainsi que mes assesseurs du gouvernement Papillon, avons décidé que vous n'êtes pas responsable de votre situation. Mais nous vous condamnons quand même à l'exclusion totale de vos allocations de chômage et nous vous prions de vous diriger